puis-je vous proposer de commencer pour 15 minutes? Inutile, j'imagine, de vous rappeler de mettre vos portables sur la fonction silence au minimum. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette introduction. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui à parler sur la conciliation de l'impact du changement climatique sur les systèmes de santé. Ce que, comme disait le président du Brésil à COP30 la semaine dernière, le changement climatique n'est plus une menace future, mais c'est une tragédie actuelle. On sent déjà l'impact croissant sur la santé du changement climatique, et avec le nombre de canicules, les durées de canicules augmentées, les incendies, la pollution, l'impact des inondations, les nouveaux maladies. Et les risques sur la santé et sur la mortalité, il y a de plus en plus de preuves. Je pense que ce matin, il y avait plusieurs travaux dessus. D'après l'OMS, juste l'impact de chaleur sur la mortalité a augmenté 30% de plus que la mortalité liée à la chaleur dans les zones européennes dans les 20 dernières années. C'est juste un petit chiffre. En même temps, le système de santé, par le besoin d'énergie pour produire les soins et pour fonctionner, a aussi un impact sur le climat. Au niveau mondial, globalement, les systèmes de santé représentent 5% des émissions carbone dans le monde. Et en France, nous avons 8% des émissions nationales sont liées au secteur de la santé. On sait par ailleurs que c'est des émissions liées au secteur de la santé va augmenter, avec le demande croissant à la fois lié au vieillissement de la population, mais aussi au accès aux soins augmentant et la demande augmentant pour les soins dans le monde. Les pays en voie de développement aussi rattrapent les pays riches, et plus on dépense sur la santé, plus on pollue. Donc, si on ne casse pas cette circuit et commence à faire les choses autrement, la voie n'est plus soutenable. Donc, dans ce contexte-là, la question qui m'a été posée, comment concilions l'impact du changement climatique? Moi, ce que je vais faire ici, dans 13 minutes qui me restent, d'abord présenter l'approche globale, stratégique, propulsée notamment par l'OMS, mais aussi de multiples organisations nationales, internationales et des agences, etc. Et aussi de vous donner des exemples, des interventions, des stratégies concrètes. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut pour que le système de santé soit mieux armé contre le changement climatique. Et ces interventions, les exemples que je vais donner, c'est basé sur plusieurs littératures que nous avons portées à l'IRDS. Les références, je vais vous donner après, mais aussi avec des travaux qu'on porte avec l'Observatoire européen des systèmes et politiques de santé sur les politiques de résilience dans différents pays européens. Et ma conclusion, le message clé, c'est qu'il est possible de réduire l'impact des soins de santé sur l'environnement et en même temps renforcer la performance et la résilience du système de santé. Je vous le donne ma conclusion dès maintenant parce que peut-être à la fin, je n'aurai plus le temps. Ok. Pour commencer, comment on approche à la conciliation de l'impact du changement climatique. D'abord, au niveau international, il y a un consensus croissant sur le fait qu'on a besoin d'avoir des systèmes de santé capables d'anticiper et de s'adapter, de modifier selon la situation qui change un peu et continuer à fonctionner. La résilience, c'est un mot qui est devenu très populaire pendant Covid, comme vous le savez. C'est lié à l'adaptation,
Mais ce n'est pas synonyme d'adaptation. L'adaptation, c'est un petit peu faire comprendre, les choses changent, comment on fait, on s'adapte au changement pour minimiser l'effet négatif. Tandis que la résilience, c'est une notion plus dynamique déjà. Et il y a la question d'apprendre, il y a la notion d'apprendre, de l'expérience, d'être flexible et puis aussi pouvoir anticiper les chocs futurs parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui sera passé. En même temps, pendant le Covid, peut-être vous avez réalisé qu'on parlait beaucoup de la résilience, mais sans forcément parler de la soutenabilité. C'est comme on peut être résilient sans être soutenable dans un système de santé. Et le cadre, l'OMS, le dernier cadre qui est sorti pour justement propulser des politiques et des stratégies plus intégrées qui met en avant la soutenabilité du système de santé et sa résilience sont liées. Et il faut penser à intégrer les politiques ayant en tête à la fois renforcer la résilience, à la fois renforcer sa soutenabilité. La soutenabilité environnementale ici, notamment réduire l'impact carbone, mais effectivement, les soins ont des fois aussi d'impact d'autres sur la biodiversité, sur la pollution des eaux, etc. Il s'agit de réduire l'impact négatif des soins sur la planète pour avoir des systèmes de santé plus soutenables, plus résilients. Au niveau international, je peux aussi dire que la prise de conscience politique, c'est plutôt récent d'avoir cette vision qui intégrait de renforcer la résilience et la soutenabilité des systèmes de santé contre le changement climatique. Ce n'est qu'en 2021, au COP 26 en Angleterre, que les pays ont accepté ce cadre qui a été présenté. Il faut investir dans les systèmes de santé à la fois résilients, à la fois soutenables, et plus de 100 pays qui ont signé cet accord en Angleterre. Au moins, c'est symboliquement important quand même de dire qu'on s'engage à faire nos systèmes de santé à la fois moins polluants et plus résilients. Et une fois qu'on a dit ça, aussi, il y a une conscience de la besoin d'une stratégie globale avec une série d'actions qui commencent avec la promotion de santé. Pourquoi la promotion de santé? Les populations en bonne santé, ils sont plus résilientes. Et aussi, une manière de réduire l'impact des soins, c'est réduire les besoins de soins, tout simplement. Et aussi améliorer la performance et l'efficience du système de santé, parce que quand on essaye d'améliorer la performance, la qualité et l'efficience des soins, on fait en sorte que aussi on utilise les ressources limitées de manière mieux, pour faire mieux, on utilise mieux nos ressources. C'est aussi important pour la soutenabilité et la résilience d'ailleurs. Et je note aussi une alliance qui a été créée après le COP 26 pour l'action de transformation sur le climat et la santé attaque, qui est important parce que vu la rapidité avec laquelle le changement climatique est en train de produire des effets néfastes, et vu que nos expériences, chaque expérience compte, je pense que cette initiative dit qu'on va mutualiser les connaissances avec une base d'informations commune, notamment pour partager des études de cas et ce qui fonctionne, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, comme on va parler tout à l'heure aussi, mais aussi cette plateforme donne aussi des aides aux institutions nationales, des aides techniques et financières, etc. L'OMS aussi propulsait quand même beaucoup le leadership et governance pour les résiliences climatiques. Je pense qu'on fait beaucoup de COP bashing en disant que ça ne sert à rien, les COP, on n'en a jamais rien eu, mais en fait je pense que c'était important, rien que grâce à COP 26, plusieurs pays, dont la France, ils ont quand même créé une gouvernance dédiée et avec un programme d'action spécifique
à transition écologique du système de santé. Ce n'est qu'en 2023, on a créé en France une unité pour la transition écologique du système de santé. Et aussi plusieurs institutions en France, y compris comme l'HAS, Haute Autorité de Santé, qui ont eu maintenant la mission d'introduire les critères climatiques pour diriger, pour évaluer, pour aider aux établissements de santé, aux professionnels de santé, etc. Et ceci, je pense, la France n'est pas le seul pays. Déjà, je pense que la plupart des pays européens maintenant, ils ont ça, et même ailleurs aussi. Je pense qu'aussi, dans ce cadre analytique, il y avait aussi renforcé la collaboration intersectorielle. J'ai mis ça un peu en rouge parce que je pense que c'est le domaine où c'est plus difficile à avancer malgré des stratégies globales pour transition écologique. Je pense que chaque secteur, que ce soit le transport, santé, énergie, un peu travaille en parallèle sans vraiment intégrer les co-bénéfices des actions dans chaque secteur sur les autres secteurs. Je pense qu'on a quelque chose à faire, à investir pour développer dans ce sens-là. Pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quand on regarde dans ce cadre frame, et par ailleurs, je dois noter que les professionnels de santé et les établissements, ils n'ont pas attendu COP26 pour commencer à mettre en question la soutenabilité de leurs pratiques médicales, et leurs établissements ont commencé à faire des choses. Quand on regarde la littérature, première chose qu'on fait, il y a beaucoup de littérature aussi, améliorer la consommation d'énergie en investissant dans les structures, infrastructures hospitalières ou établissements de santé. Et la littérature montre que ces interventions qui visent à isoler le bâtiment ou faire des audits énergétiques, ou de pro-bénéfices plutôt, énorme pour le bien-être des professionnels de santé, pour les patients et plus généralement pour les sociétés, on peut dire. Je vais donner l'exemple de trois plurales, trois green roofs. Dans les milieux urbains, on montre qu'en établissant des green roofs, à la fois on réduit les besoins de refroidissement, on coupe la chaleur de façon très très efficace. Et il y a des bienfaits de cette, de manière générale, mettre l'environnement plus vert avec les green roofs, mais aussi en mettant des jardins, des arbres, etc. En fait, on est plus résilient contre la chaleur. C'est mieux pour il y a un bien-être mesurable pour le professionnel de santé, mais aussi pour les patients, etc. Mais aussi, la littérature scientifique montre que ces toits, ils captent l'humidité de façon assez importante et en fait, ils créent une résilience contre les inondations dans les milieux urbains. Donc, je dis ça parce que c'est important de garder en tête que toutes ces interventions pour la soutenabilité sont aussi pour des résiliences. Et puis, il y a plusieurs bénéfices aussi pour bénéfices à côté. Bon, en ce qui concerne l'énergie, je voudrais aussi noter que des fois, des petites modifications, des habitudes, des routines, j'ai mis l'exemple ici, peuvent avoir des conséquences énormes. Ça, j'arrête pas de dire ça à tout le monde, y compris à mes enfants, mais à tout le monde. Je pense qu'on ne doit jamais sous-estimer l'impact des petits efforts. Ici, l'exemple que j'ai mis, c'est dans un hôpital en Australie, juste en éteignant 4 stérilisateurs à vapeur quand ils ne l'utilisaient pas, ils ont réduit leur consommation d'énergie en 25%. Vous allez dire, est-ce que c'est petit? Multipliez ça avec tous les hôpitaux, avec tous les départements, etc. En ce qui concerne les hôpitaux, il y a aussi littérature énorme qui montre que l'investissement dans des principes de circular economy, économie circulaire, réduit, recycle, réutilise, a des bénéfices multiples économiques,
parce que comme vous le savez, les hôpitaux ils sont énormes producteurs de déchets. Il y a beaucoup de gaspillage. On n'imagine pas, en fait, en regardant les littératures, on réalise les marges de réduire le gaspillage, y compris dans les produits matériels qu'ils utilisent pendant les chirurgies, par exemple. Il y a des cliniciens qui ont regardé, ils disent que dans les paquets, 50% des produits qui ont été ouverts ne sont pas utilisés. Donc c'est jeté, parce qu'une fois qu'on ouvre un paquet pour une chirurgie donnée, on le jette. Juste en changeant le packaging, ils ont des énormes impacts en termes de réduction de carbone, mais aussi d'économie pour l'hôpital. Et réduction de déchets alimentaires. Là, je voudrais juste noter, il y a des initiatives assez intéressantes qui viennent des États-Unis aussi, des fois. Parce que ça vient quand même malgré tout, il y a des exemples intéressants des États-Unis. Il y a des hôpitaux qui investissent dans l'agriculture locale, parce qu'ils sont quand même des grandes institutions, anchor institutions, comme on dit en anglais, et qui peuvent influencer en fait l'écosystème local. Et donc, ils peuvent motiver la production plus locale, plus verte, et à la fois améliorer la qualité de nourriture, mais aussi réduire le gaspillage. Il y a plein d'exemples très intéressants. En même temps, comme je disais, la soutenabilité et la résilience climatique liée aussi comment on soigne. Et des fois, il y a des exemples plutôt faciles, comme dans le cas des anesthésiques à forte teneur à émissions de gaz à effet de serre, comme desflurane. Et c'est une gaz très polluant, donc on a identifié que c'était polluant. Il y a des alternatives qui sont même mieux pour les patients, donc on les remplace, donc ça c'est facile. Idem pour les inhalateurs à gaz, propulseurs. Apparemment, ils sont très très polluants. Il y a des stratégies maintenant de les changer avec un inhalateur à poudre sèche. C'est des stratégies qui consciemment motivent, donnent des incitations pour introduire ce genre de pratiques vertes. Il y a une énorme littérature aussi sur la télémédecine. Je pense qu'on a tous vu pendant la Covid. La télémédecine, ça peut être une source de résilience, notamment pour assurer la continuité de soins pour les patients qui ont des problèmes chroniques. Parce que nous, on avait regardé en France pendant le Covid pour des exemples de résilience. Il y a souvent télémédecine pour assurer la continuité, l'éducation des patients, etc. Et aussi ces interventions, la littérature suggère qu'ils sont assez intéressant pour réduire l'impact carbone des soins parce que vous coupez le coût de transport et que l'empreinte carbone de la télémédecine c'est beaucoup moins que l'empreinte des transports. Après, effectivement, comme je vous ai dit, chaque intervention compte, mais vu la taille de le problème et la rapidité avec laquelle les choses bougent pour qu'on a un vrai impact, on change le speed, la vitesse de changement, il faut des approches systémiques. Des approches systémiques, ça peut être au niveau d'un établissement, hein, ça c'est juste à la place de juste regarder une recyclage de la plastique, de faire des audits cliniques et il y a audits climatiques. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, ils sont très efficaces, ils ont vraiment montré leur efficacité depuis un protocole qui commence avec identifier les sources des émissions le plus important, faire des priorités et puis faire des actions pour réduire l'impact carbone d'un tel établissement, d'une hôpital, ça peut être un service, ça peut être un centre de soins primaires, mais en tout cas c'est important d'avoir une approche systémique. L'exemple que j'avais donné c'est en Suède, en fait c'est tout simple, c'est ce qu'ils ont fait en termes de audit clinique, il n'y a pas de changement fondamental qui dérange les professionnels de santé, et puis ils ont réduit 40% quand même leur impact.
Et dans ce domaine, vous savez peut-être, le meilleur exemple, c'est NHS Angleterre, qui a créé une unité de Sustainable Development Unit. Et ils ont On fait approche un peu de la fin. Combien de minutes? Une. Ok, voilà. Donc, ils ont quand même réussi, avec une action globale, à réduire leur empreinte carbone 20%, mais aussi intensité carbone. 35 minutes, ça veut dire quoi intensité carbone? Combien on pollue pour chaque euro dépensé? Parce que la demande augmente, donc on dépense plus, mais il pollue moins, c'est quand même intéressant. Ça, c'était ma conclusion globale, mais je vous l'ai déjà dit. Donc, pour concilier l'impact du changement climatique, il faut une vision globale et des actions multi-niveaux. C'est ma dernière slide, une minute de retard, c'est juste pour résumer. Et le secteur de santé contribue quand même au réchauffement climatique et tout en subissant lui-même ses impacts. Donc, il est nécessaire, mais aussi possible d'améliorer l'offre de soins, réduire l'impact carbone et renforcer la résilience du système de santé. Et le sujet d'urgence est réel et je pense que toute action est une. Merci. Merci à vous. Cette législature, on est à 11 ou 12 ministres différents. Vous voyez que le cadre politique, il est en tout cas extrêmement complexe. Et le premier plan national, il a été établi en 2003. Nous travaillons actuellement sur le troisième, qui couvre la période 2023-2029. Le fonctionnement du plan, donc, comme j'ai dit, il y a un organe de décision, c'est la conférence interministérielle environnement-santé, avec l'ensemble des ministres de l'environnement et de la santé, et qui est présidée par le ministre fédéral qui a l'environnement dans ses attributions. On a un organe exécutif qui est la cellule nationale environnement-santé, dans laquelle vous avez des représentants de toutes les administrations santé et environnement au niveau belge, aussi bien aussi communautés et régions que fédérales. Donc ça fait beaucoup de monde aussi qui travaille et qui en fait rapporte à la CIMES, à la CIM environnement santé. Et dans le cadre du plan, nous travaillons sur un certain nombre de thématiques, dont plusieurs, en tout cas une grosse partie, sont liées au climat et à la santé. Et pour chaque thématique, nous travaillons avec un groupe de travail avec les institutions et les acteurs qui sont concernés par cette thématique. Ça peut être des acteurs scientifiques, des acteurs administratifs, en tout cas, je vais vous montrer un peu plus tard. Alors, pour le troisième plan, c'est le plan actuel qui couvre la période 2023 à 2029. Donc, on a deux grandes thématiques. Donc, tout ce qui est relié à climat et santé. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est lié à la réduction des effets nocifs sur la santé humaine et sur l'environnement des produits chimiques, dans lequel nous avons par exemple le plan national perturbateur endocrinien et d'autres travaux sur l'évaluation des risques chimiques. Mais pour le climat et la santé, donc nous travaillons avec comme je vous ai dit, par groupe de travail, et ces groupes de travail fonctionnent notamment sur la résilience des systèmes de santé face au changement climatique, sur les systèmes de santé bas carbone et durables, donc comme ma prédécessrice je ne sais plus comment on dit. Nous coordonnons également le plan national pic d'ozone et vagues de chaleur. Nous avons également un groupe de travail qui s'occupe de la surveillance des moustiques exotiques. Les moustiques exotiques sont vecteurs de maladies vectorielles, potentiellement dangereuses en Belgique, et également sur l'éthique. Et je voulais revenir aussi, en tout cas je vais revenir sur le 8e groupe de travail qui s'occupe de la formation des professionnels de santé en matière de santé environnementale. Alors, on en a parlé à la COP26, donc la COP climatique à Glasgow. Donc la Belgique a pris un certain nombre d'engagements en matière de systèmes de santé résilients face au changement climatique. Et donc ils veulent obtenir des systèmes de santé résilients face au changement climatique, d'avoir des systèmes de santé durables et bas carbone à l'horizon 2050, et de mettre tout ça en place grâce à des actions bas carbone et durables dans le système de santé. Il a également été décidé à ce moment-là que ces actions feraient partie du plan national environnement santé. C'est à ce moment-là qu'on a augmenté en tout cas le nombre d'actions et le groupe de travail qui s'occupe de ces aspects-là. Ces engagements ont été également corroborés lors de la 7e ministérielle conférence interministérielle environnement santé de l'OMS Europe
en 2023 avec la déclaration de Budapest, qui est une déclaration sur les engagements des États membres face aux impacts sur la santé de la triple crise environnementale, donc changement climatique, perte de biodiversité et pollution générale de l'environnement. Et enfin, lors de la COP28, il y a eu également un Health Day lors de la COP28 climatique, sur laquelle il y a eu un réengagement, en tout cas par rapport à l'ensemble des États membres ici de la COP et pas seulement de l'OMS Europe, de travailler sur les aspects santé et climat. On a parlé ce matin de la COP30 et de son plan aussi climat-santé, donc il y en a un également ici sur lequel la Belgique ne s'est pas encore engagée, mais en tout cas on est sur la balle, on dira. Alors pour les systèmes de santé résilients face au changement climatique, je pense que c'est une problématique, et on l'a dit, aussi bien ce matin que juste avant moi, c'est une problématique assez complexe, donc qui part d'un niveau qui peut être très basique, mais aussi tellement complexe, parce que c'est à la croisée de nombreux réseaux, projets, activités, aussi bien au niveau international, vous l'avez vu ce matin aussi, international, européen, national, et des entités fédérées. Et donc, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose, mais c'est très difficile de se demander, et ça a été dit ce matin, à quel niveau on va commencer, par où on va commencer à pouvoir travailler sur ces aspects-là. Mais l'idée, en tout cas, c'est de favoriser un système de santé qui s'adapte progressivement au changement climatique, tout en assurant aussi la prise en compte des effets du changement climatique sur la santé. Donc pour le moment, c'est plutôt un groupe de travail un peu stratégique et qui permet de mettre les différents acteurs qui travaillent sur les aspects santé et climat ensemble et de voir par où on va pouvoir commencer à travailler. Une des thématiques sur lesquelles on voudrait bien travailler, c'est les risques sanitaires liés aux inondations et donc la cascade décisionnelle par rapport aux risques sanitaires dans ce cadre-là. Alors, pour les systèmes de santé bas carbone et durables, ce qu'on a fait, et comme vous l'avez entendu ce matin, c'est qu'il faut pouvoir réduire les émissions, atténuer les émissions de CO2 du système de santé. Il faut savoir d'où on part, quel est le niveau d'émission du système de santé en Belgique. Et donc on a fait une étude qui nous a permis d'établir cette baseline et aussi d'établir une roadmap et un plan d'action pour atteindre ces systèmes de santé zéro émission pour 2050. Alors, on ne change pas à la règle. La baseline CO2 pour la Belgique, c'est... On va changer. Voilà. C'est 5% des émissions totales de CO2 au niveau de la Belgique sont liées au fonctionnement du système de santé. Dans ces 5%, il y a, je dirais, 11% qui sont vraiment liés au fonctionnement structurel des hôpitaux et du système de santé, lui-même, alors que 86% sont liés au système de santé dans son sens large et avec toute sa chaîne d'approvisionnement. Et donc il faut savoir que le plus gros des émissions de CO2 sont liées à la chaîne d'approvisionnement du système de l'hôpital, enfin des hôpitaux du système de santé. La feuille de route qui a été établie, elle permet de faire des projections pour 2050 et à scénario inchangé, donc fonctionnement inchangé par rapport à la situation actuelle. On sait qu'il y aura une augmentation d'à peu près 62% des émissions de CO2. C'est un scénario inchangé à 2050. Par contre, si toutes les actions proposées dans le cadre du plan et de la feuille de route sont mises en œuvre pour 2050, on aura une réduction d'à peu près 73% moins des émissions par rapport au fonctionnement normal actuel, sans action réparatrice. Le plan d'action reprend toute une série de recommandations qui sont regroupées dans 7 grands domaines d'action. Donc c'est d'aller 100% d'énergie propre et renouvelable pour le système de santé, des bâtiments et des infrastructures à zéro émission de carbone, transport durable des biens et des personnes à zéro émission également, une alimentation saine et durable, ça a été explicité par ma collègue juste avant, donc l'alimentation et au niveau du système de santé c'est important. Le plus gros volet, c'est en tout cas toute la chaîne d'approvisionnement, notamment en produits pharmaceutiques, etc. Si on prend du berceau à la table, à la tombe, par exemple, tous ces aspects-là, on voit que c'est une grosse partie des émissions de CO2. La circularité dans les soins de santé, par exemple la réduction des plastiques à usage unique, comment on peut utiliser l'économie circulaire dans le cadre des soins de santé, et surtout également la gestion durable des déchets, puisque le système de santé quand même génère une grosse partie de déchets, très spécifiques en plus. Alors, comme je viens de l'expliquer, donc on travaille aussi, donc nous avons établi
pour la durabilité, en tout cas des systèmes de santé, nous travaillons actuellement un appel à projet. Nous avons lancé un appel à projet sur l'utilisation des la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique dans les hôpitaux. Ça vient d'être lancé ici à l'été, donc les projets pouvaient rentrer jusqu'à octobre 2025, mi-octobre je pense. Nous sommes occupés à sélectionner les projets lauréats pour pouvoir les mettre en œuvre ensuite. Et l'idée, effectivement, par rapport à ces projets, c'est de voir leur reproductibilité. Ça veut dire qu'une fois qu'ils seront mis en œuvre et qu'ils auront fonctionné dans certains hôpitaux, c'est de pouvoir donner l'exemple aux autres et dire c'est tout à fait possible de le faire et donc ça peut être reproduit dans les autres institutions. Alors, nous coordonnons aussi au niveau du LEAP, du Plan National Environnement Santé, le Plan National Pic de zone et vagues de chaleur, qui existe depuis 2005 en fait, et qui a suivi, si vous vous souvenez de l'épisode 2003 de la vague de chaleur extrême d'août 2023 qui avait conduit à une grande mortalité. Et donc le plan a été mis en place en 2005 et c'est un plan national qui fonctionne avec des seuils de température et de concentration en ozone. Donc en fonction des températures et des jours de forte température et des concentrations en ozone, il y a 3 phases dans le plan qui se met en place. Il y a une phase simplement de surveillance, il y a une phase d'avertissement, quand on rentre vraiment dans une vague de chaleur. Quand il y a cette phase d'avertissement, il y a toute une série de mesures de prévention qui se prennent au niveau des entités fédérées, donc au niveau des régions et des communautés qui sont responsables de la prévention. Et donc il y a également une phase d'alerte, c'est si la vague de chaleur dure suffisamment longtemps, donc on est en phase d'alerte et des mesures complémentaires doivent se prendre au niveau fédéral et national, donc avec le Centre national des crises notamment. Alors si on regarde un graphique qui reprend en fait la température au cours des ans, vous avez déjà 2003, l'épisode de 2003, et ici récemment jusqu'à 2023, on voit aussi que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes, et donc que les pics de mobilité sont aussi de plus en plus fréquents. Et donc on doit vraiment travailler sur ces aspects-là, et notamment donc on sait qu'avec le changement climatique, ces vagues de chaleur vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Donc il faut y travailler. Il y a également un vieillissement de la population, une augmentation de la précarité. Or, ce sont les personnes, on l'a expliqué ce matin, les personnes les plus vulnérables par rapport aux impacts des changements climatiques sur la santé. Et donc, il faut une meilleure encore anticipation, et notamment en termes de prévention par rapport à ces problématiques de lien de vagues de chaleur et de santé. Notamment les travaux de mes collègues du CERAC, donc du Climate Environmental Risk Assessment Center, qui viennent de sortir au mois de novembre, qui ont fait un gros cluster sur santé, bien-être et cohésion sociale, montre en tout cas que le risque le plus important, c'est celui lié aux vagues de chaleur et à la chaleur. C'est celui sur lequel il faut réagir le plus rapidement possible. Alors, nous faisons également du monitoring des moustiques exotiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et notamment du moustique tigre, qui est le moustique qui a la plus grande capacité vectorielle de transmettre des virus, donc c'est Zika, dengue, chikungunya. Il y a des cas de dengue qui ont été déjà faits en France, qui sont déjà des cas autochtones, d'épidémie locale, pas de gens qui reviennent de vacances avec la maladie, mais bien de transmission au niveau local. Et donc aussi en Belgique, ce qu'on fait, c'est avec SANO notamment et l'Institut médical d'Anvers, donc on surveille la présence de ces moustiques exotiques en Belgique, et quand on découvre des populations, pour le moment on les détruit. Donc on est encore au stade où on les détruit, mais on sait en tout cas qu'elles sont de plus en plus présentes en Belgique, malgré le fait qu'on les détruit et qu'elles reviennent. Il y a eu certains cas de population qui ont survécu à l'hiver, ça veut dire qu'elles sont susceptibles de vraiment s'implanter en Belgique. Pour ce faire, nous avons des modules de formation qui sont en ligne et qui sont disponibles sur le site de l'INAMI, parce qu'ils donnent lieu à des points d'accréditation pour les médecins et les professionnels de santé. L'objectif, c'est d'avoir ces professionnels de santé une meilleure connaissance de l'impact de l'environnement sur la santé pour aboutir à des diagnostics plus précis et des traitements plus adéquats. Alors pour l'instant, on a 7 e-learning en ligne. On n'a pas encore un sur le climat et la santé. Il est en cours de finalisation et devrait être mis en ligne pour le premier trimestre 2026. En tout cas, on avait une base, mais elle datait de tellement d'années que finalement il valait mieux l'actualiser, ce qui vient d'être fait. Et donc nous finalisons en tout cas la mise en ligne de ce module santé et climat pour les professionnels de santé.
En tout cas, ce qui est prévu aussi, de développer 2 nouveaux e-learning dans le cadre de ce plan-ci, mais un des e-learning que l'on veut développer, c'est celui qui fera le lien entre santé mentale et climat. C'est un sujet super important, éco-anxiété, mais pas que, les problématiques des médicaments avec la chaleur, etc. Donc c'est tout un aspect sur lequel on devrait faire un e-learning. Une minute. Oui. Et j'ai conclu en disant que voilà, dans le cadre du plan national environnement santé, on a quand même un instrument qui a le bénéfice d'exister et qui est complexe à mettre en œuvre vu le contexte politico-stratégique, on va dire. Hein, c'est pas toujours évident. Même si dans le cadre du NEAP, on a l'avantage de travailler sous forme de projet et non pas de développement de politique, ce qui nous permet de faciliter en tout cas la coordination entre les entités fédérées. C'est vraiment des projets sur lesquels on travaille. Et on travaille vraiment sur des projets concrets. Ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est peut-être mieux communiquer sur le plan pour lui donner plus de visibilité et plus de visibilité par rapport notamment aux actions en lien avec le climat et la santé. Voilà, je vous remercie. Thank you. My name is Marloes Broekhuizen and I'm a Senior Policy Officer for the Dutch Ministry of Health, Wellbeing and Sports. And I'd like to tell you a little bit today about the Green Deal that we have in the Netherlands. So since 2015, a nationwide movement in the Netherlands has been taking place in the healthcare sector to dramatically reduce its environmental footprint. And here you see a few photos of the signing sessions that we have. Each year we have a national signing session, but all along the year healthcare organizations can sign the Green Deal. And they're very proud of it, and so they posted online as well. And so this movement that's been taking place since 2015 has resulted in 3 Green Deals. The first one came into force in 2015, the second one in 2018, and currently we're on our 3rd Green Deal. It's called Working Together Towards Sustainable Healthcare. Here in 2022, our National Institute for the Environment and Health did an environmental footprint of the Dutch healthcare system. And as one of my previous speakers was saying, the global CO2 emissions of the healthcare sector, where the healthcare sector is responsible for globally, is 5%. But the Dutch healthcare system in the Netherlands is responsible for 7.3% of the greenhouse gas emissions. But the environmental footprint study they did was more extensive than just the greenhouse gas emissions. So they also looked at waste production, land use, water use, and the use of raw materials. And as you can see, the Dutch healthcare system is responsible for 13% of the use of raw materials and 4% of the waste that's being generated each year. So it has a huge environmental footprint. And COVID also really did something with the awareness of the healthcare sector about the amount of materials and products they were using, and also the amount of waste they were producing. And they saw that the materials and the products that they were using were not infinite. There was an end. We saw the disruptions of the supply chains coming from China, for instance. And so that really brought awareness to the healthcare system and the healthcare professionals working in it. And not only COVID rose the awareness, but also more recently, of course, the invasion of Russia into Ukraine did something with the energy prices. And the healthcare organizations really feel that as well. And so there is rising awareness that that's not only the impact of climate change and pollution to the health, but also what the impact is of the healthcare system and delivering healthcare to climate change and pollution, and that there's sort of a paradox where as a healthcare professional you deliver health to improve healthcare to improve people's health or to reduce pain or to improve the longevity of their life. But with doing that, you're also contributing to climate change and to pollution. So with actually, what we say is by delivering healthcare to the patients of today, you're actually creating your patients of tomorrow.
And this is not sustainable because in the Netherlands, currently 1 in 6 people is working in the healthcare sector. And if we continue, it has to be 1 in 4. And actually the new numbers are saying it has to be 1 in 3 when we reach 2050. And as you can imagine, that is not feasible. So people are becoming, especially in the healthcare sector, are becoming more aware of the interlinkage between climate change, between health, between healthcare costs, and that it all, and other problems that we have in healthcare, like the shortage of staff. So, as I said, we have a Green Deal in the Netherlands. So, quickly going to tell you what a Green Deal is. So, a Green Deal is a covenant between a coalition of parties, and that can be businesses or NGOs or societal organizations, local, regional, or national government, and they're working together on a sustainable topic. And together you choose what the topic is about. We have Green Deals also on festivals, like more circular festivals, also about how can you make coffee pads or tea bags more sustainable. So it can be on any topic, but the importance is it's not a top-down strategy. So it's a bottom-up approach. So the initiative starts within the sector, and so did the Green Deals on sustainable healthcare. So the first one that came into force in 2015 was an initiative by 100 healthcare organizations, and the Dutch government, the national government, was not even involved. Like the Ministry of Health became involved actually not until the second Green Deal that they asked us. So it's really a bottom-up approach, and it's a way also of working together with different parties that you need in order to achieve your goals, and to inspire others to join. It is voluntary to join a Green Deal, and it is not legally enforceable. So what you do is you decide what the topic is about, you set your goals in this Green Deal, and then you define the different actions that you will take to reach those goals. But if you don't, if you sign but you don't reach the goals, there's no way as the government that we will be able to legally enforce that. However, you know, it's not without any commitment. You do commit to helping achieve the goals together. So you can, our Green Deal on sustainable healthcare, you can see this as our roadmap in the Netherlands for greening the healthcare sector. And in the Netherlands, I think it's the same in Belgium. It is a public healthcare system, publicly funded healthcare system, but everything in the healthcare system, so the healthcare organizations, the healthcare insurers, they're all privately owned. So the Dutch government does not own any healthcare facilities. So in order to achieve your goals, you really need to work together, and you need all the different parties. So as you can see here, we have a Green Deal working group and a Green Deal steering group, and those two groups are responsible in achieving the goals that we have set together. And the Ministry of Health, the team that I work for, the team Sustainability and Health, they support the working group and the steering group. They function as sort of a secretariat. In the working group and steering group are the sector organizations for all these types of care. But there's also the banks are represented, and also the healthcare insurers, because those are the ones funding the healthcare. Or at least the banks are funding, of course, if you want to do something with your buildings, you need a loan. So you need all these different parties, also knowledge institutes. But you also need the 3 other ministries, because a lot of the things that need to be become more sustainable, like buildings or energy, is not the prerogative of the Ministry of Health. It is the responsibility for other ministries. So we need them on board as well, and they have signed the Green Deal. But as an individual organization, you can also sign the Green Deal. As you saw on the photos, they're really proud of signing. But it's also okay if you say, look, my sector organizations have signed already. I don't need to sign, but you're very happy to sign. Medical professional groups have signed, companies have signed, like pharmaceutical companies. So in total now, it's more than 640 signatories. And you can see with this that the awareness is rising, because the first Green Deal was only 100 signatories, the second 350, and now we're up to 640 already.
So our Green Deal consists of 5 themes. Here you can see them. And I've listed a few of the actions within the Green Deal, but there are much more. There's the link to the Green Deal. It's also in English, if you want to look it up. I think what is the most important one that I want to mention here is theme number 1, because this one was actually not in the previous 2. It was a little bit about greening the buildings, but not so much. This theme came into the 3rd Green Deal specifically by the healthcare parties. They thought it was really important to put it in there, and they wanted it to be in the first place. Not that there's a hierarchy in themes, but they really want to emphasize that greening the healthcare system is not about mitigation and adaptation only. It's about prevention, and it's about doing less. Because we can't continue the way we are we're delivering healthcare. Oh, so I want this one. Yeah. So this is theme 1. It's promoting health amongst patients, clients, and healthcare staff. And why is this so important? Because the most sustainable form of healthcare is the one you don't have to deliver. It's as simple as that. So focusing more on prevention and on doing less and supplying less medication and promoting health and a healthy lifestyle is really important. And so these are a few of the things, I don't want to get into everything. Time-wise, I can't get into everything, but I've just showed you a few. So these are a few of the initiatives. So we have initiatives on healthy food. So one of the goals in the Green Deal is that all healthcare organizations will go to a 60% plant-based food for patients, clients, staff, and visitors, and only 40% of animal-based proteins. If they want more, that is fine, but this is what we're aiming for. Of course, the 60-40 is only for patients where it's really possible. If it's not possible, then of course no. This is on the right side. There is a program that's subsidized by the government. It's good healthcare you can taste. That's the translation. I think of the 70 hospitals, 69 are working in this program. It's going really well. Then on the left side, there's the green mental health care and the green disability care. These are all also subsidized by us. And this is not only about bringing more biodiversity on the terrain of the healthcare facility and greening the healthcare facility inside and outside, but it's also about taking the environment and nature into the, the treatment of the patients. So going outside with the patient or prescribing nature instead of prescribing medication. The theme is about raising awareness and exchanging knowledge and best practices and education. And why is that really important? As I said, there's a raising awareness of the impact of the environment and climate change on health, but there's also about the impact of healthcare on the environment and climate change. And this picture is from the WHO, and you can see like what climate change and the environment and pollution does for the health. And as you can imagine, what it does for the demand of health will go up. We will get more and different types of diseases. And the healthcare costs will go up. And I don't know what the numbers are in Belgium, but in the Netherlands for 2026, it's estimated that we'll have 117 billion euros going to the healthcare sector, which is the ministry where the most money goes to. And so, yeah, as I said, this is it's a big problem because we're facing big cutbacks now as well. So something needs to be done. I told you also about the health paradox already, about healthcare professionals becoming more aware that they're actually contributing to creating their own patients. And one thing that I really want to emphasize is something that we use this phrase, the English phrase, that is proudly copied. What we're trying to make more aware everyone in the back home is, please don't try to reinvent the wheel yourselves. If you haven't investigated it in your own healthcare facility, then sometimes they will say it's not invented here.
But, you know, this needs to change. It needs to be proudly copied. You can say, and now, you know, healthcare facilities are using this more and more. We proudly copy this from the other hospital, or we proudly copy this from, I don't know, the NHS in the UK. Or it's really important that we exchange good practices and that we don't try to invent the wheel ourselves again. So a few of the things that we're doing, we're also doing a lot on education. There's a lot of websites now with exchange of knowledge. On the top left, there is the Green Deal website. That's the website that we started, but we handed over to the healthcare sector parties themselves. So it's best practices, researches, tools, everything you can find on there. And it's really important. So in the second theme, the actions that we have defined, is not only about raising awareness among healthcare professionals, but also raising awareness along patients, and also raising awareness international, and also in the general public. So one of the things that what we have funded is the Green Care Alliance, which is in the middle. This is a network of young healthcare professionals. And they have set up this network for other healthcare professionals to exchange knowledge and best practices. And what they have done is they have written a manifest, because as I might know, last month we had elections in the Netherlands, so they wrote a manifest to all the political parties, what they think is important to put in the agenda for the next government. And they also engaged with the public by also writing a manifest for the people. Like, if you want to choose more green, which party should you choose for? And why is this important? Because doctors are seen as the people who are most believed. It's not the politicians, but it's the doctors. So it's really important that doctors also engage with the broader public about the importance of doing something about climate change and pollution. Then our third theme is about the CO2 reduction. As you see, as I showed you before, 7% of Last minute. Oh, wow. I think I had less than the others. So we have a 55% reduction. As you can see here, we have a lot of studies that we have subsidized. There's a lot of roadmaps and tools for healthcare organizations to reduce their CO2 emissions. I think one that was really interesting that just came out is on the bottom left, which is a research that has been done by 16 medical professional groups about energy reduction in the OR. And they came up with 4 really easy measures that you can take, and it saves you 70 to 80% of the energy. Yeah, let me see, if I only have a minute, then maybe I'm going to skip a little. I'm going to skip this one. So this is really important, but you can see, I think they're going to show the slides, right, or share the slides later on. So this is a lot about more sustainable, more how you can lower the impact of the devices. I think one of my other speakers were telling this as well. It's really important also to do something about the impact of medicine. So in the Netherlands annually, so each year, 190,000 kilograms of medical residues ends up in our surface water. It's harming the aquatic life. And it's really difficult to get it out. It's actually not possible to get everything out. It's a big concern. But apart from that, more than 100 million euros each year of medication goes unused, is thrown away unused. But 100 million is a really underestimated figure, because 100 million is only the medication that has been returned to the pharmacies. Whereas the majority of medication that we use, we have at home, and if we don't use them, we probably flush them down the toilet or throw them in the bin. So it's a big problem. So one of the things I want to show you is PharmaSwap, which is in the middle. This is a platform set up by 2
pharmacists in the Netherlands, where pharmacies can exchange medication that is closing the expiry date. For a lot of medication in the Netherlands, we have a shortage. So if the expiration date is within 1 or 2 years, they put them on the website, another pharmacy can buy it, and it's really easy. It's like a marketplace, like Vinted. 1,400 pharmacies are already part of this, and we saved a lot of cost, 2.5 million euros of medication that has not been thrown away. We saved a lot of CO2 emissions as well. Then on the top left, there's a pilot that we started years ago in the Netherlands with 5 hospitals to resupply unused cancer medication. And this was so successful that we went to the European Commission with this proposal so that it is possible to resupply cancer medication, of course under certain conditions, which were that the medication is in a sealed bag, there's a thermometer in it, so they can see that the medication was always on the right temperature, and then it's really easy to resupply them. And now the legislation in Europe is being changed because of this. So. But then, the last one that I want to show you is, as I already said, it's not only about mitigation and adaptation, but also about prevention and promoting health and doing less. But that also is not just enough, because sustainability is not yet a systemic component. It's really dependent now on pioneers and pilots, but it's not really structurally anchored in legislation in the Netherlands. And then the other thing that we see is that existing legislation and funding focuses a lot on control, on infection prevention, on control, on production, because healthcare organizations are being paid for delivering care. They're not being paid for not delivering care or preventing diseases. And it's really focused on medical certainty, and which leads to overdiagnosis and treatments, and focuses on maximizing care. And sustainability is, it's not really a part of these choices yet. And then there's also the dominant mindset, as well as in society, as in politics, that's really focused on what the individual is entitled to. Well, you're entitled to the best care. And so it's really about what is possible instead of what is really necessary. So it really focuses on individuals instead of thinking more broadly, is this something that we as a society can actually carry? And not treating is also it's difficult, I think, for healthcare professionals. It's very counterintuitive. This is not how they were educated, so they want to do everything possible. So the new techniques, new medication. But I think we need to start the discussion with, does everything have to be possible? And so my last point is, it's a culture shift as well. We have to go from risk averse and trying to prevent infection and trying to control everything and have certainty, put sustainability in the core also of healthcare delivery, and not see it as something that is nice to have, but something that is need to have, and it's just part of a good quality of healthcare. Here you can find a little bit more information about our Green Deal. And this is it. Thank you. Question transversale pour vous toutes et nous tous. Est-ce que dans les plans qui sont présentés et dans leur faisabilité, il n'y a pas une part de wishful thinking vu les grandes difficultés budgétaires auxquelles on se trouve confronté? Je vais commencer par l'SPF. Oui, effectivement, je pense que ici, dans le cadre en tout cas de ce qui relève de l'environnement santé, je vous ai montré le cadre politique, il est complexe. Les responsabilités, contrairement peut-être à ce qui se passe en Hollande ou dans les Pays-Bas, la responsabilité est vraiment diffuse et complexe, elle est vraiment à tous les niveaux. Il faut travailler avec tout le monde et parfois le politiquement correct dirait que la complexité institutionnelle de la Belgique ne nous aide pas. Moi je dirais que la lasagne institutionnelle est vraiment une catastrophe.
tout cas pour pouvoir travailler de manière effective, même si on met en place des structures, mais elles sont extrêmement lentes, elles sont extrêmement complexes en tout cas pour avoir des décisions, et surtout des décisions par rapport au budget et aux ressources qu'on pourrait avoir pour travailler un peu plus. On nous demande de travailler sur de nouvelles thématiques comme les risques émergents chimiques ou bien les microplastiques, mais on nous demande de faire de nouveaux groupes de travail, mais on n'a pas de ressources supplémentaires en termes de personnes, en termes d'experts ou en termes de budget. Et donc le contexte budgétaire actuel ne nous aidera pas un peu plus, donc effectivement. Mais je dirais qu'il y a peut-être moyen quand même de s'améliorer, parce que comme je l'ai dit ici, c'est juste le plan national environnement santé. Je pense qu'il y a toute une série, on arrive à un momentum où il y a toute une série d'instruments ou de documents qui sortent actuellement sur le lien entre climat et santé, qui font qu'on va peut-être arriver à pouvoir faire des choses un peu plus complexes, un peu plus grandes par rapport à cette thématique. Et pas seulement c'est pas des micro-projets, mais travailler par projet, d'avoir vraiment un contexte institutionnel beaucoup plus facilitateur. Je vais peut-être vous poser également la question pour la France ou de votre point d'observatoire, parce que on nous répète de COP en COP de beaux espoirs. Enfin, on sait tous que même la COP 2015 à Paris fut un brillant succès rhétorique, mais très peu mis en pratique. Et ici, vous nous avez dit d'ailleurs tout à l'heure combien de COP en retard on a l'envisager. Donc, est-ce que tout ceci n'est pas juste destiné à mettre écran de fumée? J'espère que non. Je suis économiste, donc quand on pose la question, est-ce que c'est une question de budget? Voilà, je pense que tout le monde sait qu'en France, on a une grave crise budgétaire d'ailleurs. Ici aussi. Voilà, c'est le déficit au plafond. Je ne sais pas s'ils vont arriver à voter le budget d'ici fin d'année ou on va avoir encore un autre gouvernement. Mais ce que je voudrais souligner, et la réponse est ça, avec cette crise budgétaire quelque part, ça pourrait, c'est un peu wishful thinking, mais ça peut être objectivement, en tant qu'économiste, une opportunité. Parce que la question dans la santé, comme dans ces questions qu'on a évoquées ici, solutions environnementales, ce n'est pas question de l'argent. Comment on l'utilise, où on met l'argent et comment on le fait. Il y a plusieurs domaines. You mentioned it, reducing low value care. It's a typical area where you can actually reduce waste, improve healthcare, because when you have an intervention that you don't need to have, it's actually bad quality of care, polluting. So, c'est l'argent public. Il y a des manières à réduire les dépenses de santé en améliorant sa performance et penser qu'on doit arrêter de dire qu'il y a plus et mieux. On a besoin de plus de ceci, plus de ça pour faire les choses. On a besoin de changer carrément, différemment, pour changer les pratiques médicales, la façon de soigner, et ça ne coûte pas forcément l'argent. Certes, on a besoin un peu de financement parce qu'il faut justement la formation des professionnels de santé est très important. Je pense qu'il faut mobiliser des fonds pour ces genres de choses. Mais aussi, il y a des solutions de marché qui ne coûtent pas forcément, ou avec des incitations financières au début, mais qui peuvent provoquer des solutions innovantes et environnementalement correctes. Par exemple, on a parlé des achats hospitaliers. On peut privilégier, on peut donner priorisation à des produits qui sont recyclables, qui ont une durée de vie plus importante. On peut regarder leur empreinte carbone avec des analyses de cycle de vie, etc. Et on peut avoir des étiquettes vertes, etc. Ça donnerait des signaux assez forts au marché pour investir, pour innover, pour être plus efficace. Mais on ne pense pas dans ces termes-là, on pense c'est comme tout ce qu'on doit faire pour l'environnement, on a besoin d'un budget, on a dépensé de plus, etc. C'est pas ça. On a juste besoin de dépenser autrement. Et peut-être que ces contraintes budgétaires qu'on se confronte aujourd'hui en France, en Belgique, etc., doit être une façon de se réveiller. Parce que 12% de PIB dépensé pour la santé, et quand on voit d'autres pays qui dépensent, comme l'Espagne, 7-8% de leur budget, leurs espérances de vie, c'est encore mieux qu'en France, on doit poser
la question, qu'est-ce qu'on peut faire différemment aussi, et aussi dans ce contexte de changement climatique. For the Netherlands, Can you repeat the question again? It's been a lot of time. is it a type of wishful thinking while we have budgets problems, economics problems? Should it be a little bit wishful thinking, trying to collect all those efforts? I hope not. Am I on? Yeah. No. Okay. No, I hope not. Actually, wishful thinking. I would say hope. What I didn't mention in my presentation is that due to cutbacks, which is largely has to do with the new NATO norm of 5%, we're facing a lot of cutbacks on the ministries, on ministry level as well. And my program, the program on sustainability and health, will end at the end of next year. So this, because we are functioning, as I said, as the secretariat for this Green Deal, and the Green Deal is for the course of 4 years. So the Green Deal will end next year, and so will my team. However, the Healthcare Party want to continue. So we have said there will not be a Green Deal 4.0, but now the healthcare parties themselves are talking about a Green Deal 3.1. So they're going to extend the current Green Deal without our help and without any funding from our part. Why? Because they see it's really important. Because, as I said, they see the interlinkage between all the different challenges that we're facing in the healthcare. There's shortage of staff, there's shortage of medication. They see that they are creating their own patients, so they are really, maybe we're lucky, I hope it's in more countries than just the Netherlands, but I think we are quite lucky that our healthcare sector and our healthcare professionals are very enthusiastic, and it is actually also proven that a lot of the younger generation, for them to choose where they want to work in the healthcare organization, they think it's really important that the healthcare organization does something on sustainability. And I think you cannot not do anything about sustainability these days. And so, yeah, I mean, I am hopeful that even they will continue without our help. I hope my next government will be a little bit more on the green side than the previous one, but we'll have to see. But for now, yeah, there is a lot of benefits, as we mentioned as well. I mean, one of the measures that I showed you, if you can cut back the energy of an operation room, which is the biggest energy consumption area in a hospital with 70 to 80%, it's really important. And it's not just the energy cost, you have to also remember there's a lot of legislation coming from Europe. There will be the ETS 1 and 2 systems. Those are the CO2 emission systems. So if you want to use, for your CO2 emissions, you have to buy the rights in Europe. As the start of, I think, 2027 or 28, maybe they extended it another year, ETS 2 will come into force, and that will mean it will be applicable to every healthcare organization in the country. And so that means if you don't bring down your CO2 emissions, you're going to have to pay for them. And those costs will just go up and up, because we will have less and less of CO2 rights in the future, because that's the idea of the ETS system, is we have an amount of CO2 emission rights, and then they will slowly become less and less, and that's an incentive for organizations to try and bring down their CO2. So I'm hopeful. Okay, we take it. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. À travers votre présentation, il y a quelque chose qui me paraît toujours un peu flou, c'est in fine, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du marché dans cette interaction entre le réchauffement climatique et les soins de santé. En fait, c'est pas très clair. Personne ne dit exactement qui doit jouer quel rôle. Parfois, on utilise des mots comme des deals, initiatives. Donc, un peu avoir votre idée sur finalement où se situe le curseur, ou est-ce que on va dire les deux ont un rôle à jouer, mais de manière un peu plus spécifique. En se demandant aussi pourquoi est-ce que voilà, c'est compliqué pour les gouvernements, il y a la zone institutionnelle, enfin, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles les gouvernements ne fassent peut-être pas plus. Et pourquoi est-ce que le marché ne fait pas plus, ou est-ce qu'il le fait, mais à sa manière? Donc je serais intéressé d'avoir votre réaction là-dessus. Et une toute petite autre deuxième question.
plus voilà, sur la Belgique. Vous avez parlé de différentes initiatives, d'appels à projets. Et ce matin, notamment dans l'intervention de Laure de Preux, elle a évoqué cette idée de causalité, voilà, quand on essaie de comprendre quel est l'effet causal du réchauffement climatique ou bien d'une initiative, d'une politique, c'est très important. Je voudrais savoir si dans toutes ces évaluations qui sont faites, est-ce que la relation causale finalement est aussi intégrée dans les évaluations qui doivent être faites par rapport aux initiatives futures. Merci. Vous avez 2 minutes. Je blague. Je pense que pour l'appel à projet, en tout cas par exemple, nous avions fait une étude précédemment pour pouvoir évaluer quels étaient les, dans le cadre en tout cas d'un programme plus large sur l'économie circulaire et Belgium Circularity, en tout cas quels étaient dans les soins de santé ou dans la partie hôpitaux, quels étaient les produits ou les services sur lesquels on aurait pu travailler, et le single-use plastique a été mis en avant par rapport à ça. Et c'est comme ça après qu'on a lancé cet appel à projet. Donc il y a toujours un lien de causalité. En tout cas, on part souvent sur des faits, du factuel et des chiffres pour pouvoir travailler sur différents projets. Pas juste une volonté politique où on se dit tiens on va partir par celui-là, il y a toujours une étude ou des faits qui nous permettent de dire tiens on va essayer, on va commencer par ça, dans les contraintes qu'on a aussi en termes de fonctionnement effectif. Juste en ce qui concerne le rôle de l'État versus le marché, je pense que le rôle de l'État, c'est essentiel pour mettre les objectifs et les contraintes ou les règles de jeu. En fait, les marchés en santé, ce sont des marchés régulés, donc ils fonctionnent avec des règles établies. Donc c'est à l'État de changer les règles de marché pour que les conditions climatiques ou l'impact des produits rentrent dans cette équation-là. Il y a plusieurs exemples. C'est ce que je viens de dire en fait, dans le procurement, effectivement, on peut faire un critère explicite en disant on va regarder l'impact carbone du produit, on va privilégier, toutes choses égales par ailleurs, des produits, ça, où c'est une condition non négociable, voilà, et on va trouver ces solutions, le marché va s'adapter, on va innover les produits, etc. Mais les règles de jeu doivent venir très clairement de l'État qui met comme objectif réduction des émissions CO2 comme en Pays-Bas en disant voilà, vous avez tel délai, tel objectif, etc. Par exemple, en France, on a commencé à regarder l'impact carbone des médicaments dans les analyses de coût-efficacité classiques. Ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui va commencer à jouer le jeu, c'est le contraire, ils sont là pour vendre au plus à mieux profit. Donc c'est à l'État de mettre les règles et de changer un peu